Bonjour à toutes et à tous. Un invité qui tombe à pic vu de l'actualité que nous avons à Mayotte et au niveau national également. Tsunzu, hier soir, il fallait payer pour pouvoir passer. Des automobilistes ont dû sortir 20, 5, 10 euros, c'est selon, pour passer. Tsararano, alors c'est en zone gendarmerie, mais Tsararano également, ce matin, difficile de passer. Comment aujourd'hui arriver à démanteler ces réseaux de gamins? Alors, votre question est intéressante parce que vous parlez de démantèlement. Je ne suis pas sûr que la problématique se pose là, puisque vous avez pu voir à travers l'actualité la multitude d'interpellations. On nous rétorque que il y a une surpopulation carcérale et que il ne faut pas comprendre qu'il y a un certain laxisme de la part de certains magistrats. Moi, je ne peux plus entendre ce motif. Ce n'est pas du fait qu'il y a une surpopulation carcérale qu'on doit accepter que des individus dangereux puissent continuer à sévir en toute impunité. Et donc la police fait son travail. Tous les délinquants ne sont pas interpellés, mais une grande partie l'est. Et il y a toujours un manque de condamnation. Alors vivement cette prison qui doit être construite à Mayotte, vivement que les opérations soient accélérées pour que nous parle plus de cette surpopulation carcérale. Ça veut Même si dire on sait que que ça ne va pas cesser. actuellement, en gros, on n'a pas vraiment de condamnation parce que la prison est surchargée. Il y a des condamnations, mais vous savez que le parquet a l'opportunité de poursuite. Alors quand, dans une majorité de cas, s'agissant de ce phénomène de bande, de caillassage, quand les auteurs écopent du rappel à la loi ou de classement sans suite, il n'y a pas de possibilité d'être traduit devant le tribunal dans pareil cas. Et donc c'est ça la difficulté. Et après, on nous dit plus tard que les individus en question n'ont pas d'antécédents en termes de condamnation et qu'il ne faut pas qu'ils soient traités comme les récidivistes, alors même qu'on ne crée pas les conditions pour qu'ils soient traduits devant un tribunal. Puisque vous parlez du tribunal, hier justement au tribunal judiciaire, un homme a été jugé. Il n'était pas présent pour justement l'attaque d'un monsieur, c'était en 2017. Le monsieur n'était pas présent, ni la victime, ni l'agresseur, ni les avocats. Toujours est-il qu'il a été condamné. Il a encouru jusqu'à 7 ans de prison. Il a été condamné à 18 mois de prison avec mandat d'arrêt si jamais on le trouve. Mais puisqu'il n'était pas en détention provisoire, on ne sait pas où est-ce qu'il est. C'est la réalité aujourd'hui ici. C'est la réalité. Il y a une autre difficulté, c'est que il y a, malgré la convention qui existe entre l'État français et l'État comorien, il n'y a pas de coopération policière. Et donc, il suffit pour un individu de prendre le quassa, de s'évader vers un joint pour que la justice française ne puisse pas mettre la main dessus. Il faudra attendre le jour où il mettra les pieds à Mayotte pour qu'il soit interpellé par les forces de l'ordre et être mis à disposition de la justice. Je vous parlais du démantèlement. Tout à l'heure, on a vu à la Réunion la réaction des syndicats policiers quand ils ont vu des clips des jeunes armés de sabres, de machettes, des clips tournés sur des lieux publics. Ici, c'est assez courant. On les voit sur les réseaux sociaux, ces bandes qui promeuvent finalement leurs actions sur les réseaux sociaux. On n'a jamais entendu les syndicats policiers sur ça, mais surtout, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une enquête pour enrayer cette promotion de la délinquance sur les réseaux sociaux? Mais en dehors de la réaction syndicale que vous avez eue à La Réunion, quelle mesure a été proposée? Moi, tout ce que j'ai entendu, c'est la multiplication de contrôles d'identité. Donc, on ne peut pas vraiment dire que c'est une mesure forte qui a été prise contre ce phénomène. Je pense qu'ici à Mayotte, on a pris de l'avance parce qu'il y a des enquêtes en cours contre ce phénomène et la police judiciaire de Mamoudzou est très avancée sur ce genre de dossier. On devrait bientôt avoir des interpellations. Donc vous êtes au courant de ces promotions, de ces réseaux, de ces gangs aujourd'hui qui se partagent le territoire et qui contrôlent beaucoup de villages sur Mayotte? Oui, nous savons, après, chacun a sa zone, il y a des bandes qui sévissent dans les zones de gendarmerie, on a de notre côté police, mais vous savez, c'est un peu brouillon, il n'y a pas de réelle bande bien structurée comme
comme les gangs qu'on peut rencontrer en métropole ou ailleurs aux États-Unis. Pourtant, c'est pas ce qui est dit sur le terrain. Quand on est sur le terrain, les bandes existent. Les gens nous disent il y a un minibus qui est arrivé, qui a amené des gens qui viennent de tel endroit, de tel endroit. Donc, on se dit, et c'est revenu plusieurs fois ce genre de témoignage. Alors, des fois, les attaques sont préparées lorsqu'il s'agit notamment d'aller se venger, un quartier contre un autre. Mais souvent, c'est l'occasion qui fait le larron. Un ou deux individus qui décident de s'en prendre à un bus, et puis vous avez l'effet de groupe dans tout le quartier. Regardez ce qui s'est passé à Tsunzu. Ce ne sont pas tous des délinquants chevronnés qui se sont attaqués aux policiers et aux usagers de la route. Ça a été le début de l'action entamée par des délinquants, mais après, comme je vous l'ai indiqué, l'effet de groupe fait que les initiateurs du mouvement sont rejoints par plusieurs jeunes du quartier, et ce qu'on déplore, c'est que les adultes n'interviennent pas, les parents regardent la scène sans intervenir. Et justement, au sujet des bandes et de la lutte contre l'insécurité, le préfet a tenu une conférence de presse hier. Il y a ces propos rapportés par la presse locale où il juge qu'en zone police, il manque une force de frappe percutante. Est-ce que c'est aussi votre constat qu'il manque de moyens justement pour organiser des opérations coup de poing ? Bon, le préfet a dû dire cela parce que il sait que bientôt il y aura la création d'une unité intermédiaire entre les forces de niveau 2 comme la BAC et la CDI, et cette force aura vocation à être employée dans le cadre des violences urbaines et à plus judiciariser cette action, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup sur l'opérationnel, mais par manque d'effectifs dans la police judiciaire, les investigations qui sont menées ne parviennent pas toujours à aboutir, même si dans une majorité de cas on y arrive. Et donc cette unité qui va être créée, je pense que c'est cela à quoi faisait référence le préfet, et cette unité pourra aider à accélérer les procédures. Elle doit voir le jour à quelle échéance ? Alors très bientôt, sachez que on a un appel d'offres complémentaire commandé par le ministre, et à la demande des syndicats, les conditions statutaires ont été extrêmement allégées de manière à pallier le manque d'attractivité et en permettant aux jeunes Mahorais bloqués en métropole de pouvoir postuler sur ces postes. Hier a été installé le chef du RAID à Mayotte. Est-ce que les unités comme le RAID ou le GIGN est vraiment efficace aujourd'hui par rapport à ce que nous connaissons sur l'île ? Ce sont des unités surentraînées qui sont efficaces, mais sont-ils employés dans le cadre de leur mission habituelle ? Non. S'agissant de violences urbaines, ça n'est pas au RAID ni au GIGN d'intervenir, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire de plus ? Ils ne vont pas ouvrir le feu sur ces jeunes, ils n'ont pas plus de permis de tuer que nous autres. Et donc, il faudrait que ces unités... Alors, c'est nécessaire de les garder à Mayotte, parce que la menace terroriste est là, avec le nombre de Kwassa qui rentrent de toutes parts. Ces unités doivent être présentes à Mayotte pour se préparer des attaques comme les attaques terroristes qu'on a pu connaître à métropole. Mais ici, dans le cadre des violences urbaines, il ne faut pas s'attendre à ce que le RAID ou le GIGN fassent plus que ce que font les policiers qui sont Donc, quand le ministre de l'Intérieur arrive à Mayotte avec 15 GIGN, ça n'est que de la communication, ça n'est pas adapté à notre situation. Pas forcément que de la communication, je vous dis que ça peut servir. Ça peut servir. Alors, quand ils ne sont pas employés dans des cadres de missions dangereuses comme les attaques terroristes, ils peuvent être employés pour l'interpellation des individus connus pour être armés et dangereux, notamment quand il s'agit d'interpellation à domicile. Quand la ministre des Outre-mer, Marie Guévenoux, était ici, on l'avait interrogée sur la question de l'état d'urgence sécuritaire. Elle trouvait que ça n'aurait pas d'effet ici à Mayotte. Je lui avais posé la question de la perquisition. Ça permettrait d'aller justement fouiller les maisons. Et elle avait dit que de toute façon, cette perquisition ne servirait à rien puisqu'on ne trouverait rien. On ne perquisitionne pas une maison pour trouver des cailloux. Est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui que dans ces maisons, on ne pourrait pas trouver justement des machettes, des fers aiguisés ou autres ? Je ne suis pas d'accord avec elle. Je pense que c'était un moyen de justifier, d'ailleurs ça a été fait maladroitement, justifier sa position contre l'état d'urgence. Parce qu'elle dit que les personnes ciblées n'ont pas de domicile. Et paradoxalement, elle indique que le couvre-feu est une option intéressante, mais que les maires peuvent l'instaurer.
Mais si ces personnes n'ont pas de domicile, pourquoi instaurer un couvre-feu qui ne serait finalement respecté que par ceux qui vivent en harmonie avec les lois de la République? Et puis, je n'accepte pas forcément qu'on dise qu'ils n'ont pas de domicile, parce que je sache, une grande majorité d'entre eux est scolarisée, et pour être scolarisé, il faut justifier d'un domicile. Mais ma deuxième réponse, c'est que les perquisitions administratives ne nécessitent pas forcément le domicile de la personne visée pour qu'il y ait perquisition. Dès lors qu'il existe des raisons plausibles de penser qu'un lieu est fréquenté par cette personne qui menace la sécurité ou l'ordre public, on rentre dans le champ d'application de la perquisition administrative. Vous auriez aimé l'état d'urgence sécuritaire? Bien sûr. Imaginez l'opération Embouchou qui arrive. Qu'est-ce qui a manqué à l'opération Embouchou? Pour réussir au Embouchou, il y a 3 volets. Il y a le volet diplomatique, il y a le volet judiciaire et il y a le volet opérationnel. Sur le volet opérationnel, on peut rien reprocher au ministre dans la mesure où les effectifs et les moyens techniques étaient là. La problématique, c'est que ce dernier volet est conditionné par les 2 premiers. Quand vous avez un État comorien qui use de manœuvres rusées pour ne pas accepter ses ressortissants comoriens, ben on se retrouve dans un exercice scabreux. Quand vous avez un magistrat qui s'oppose aux opérations par une décision de justice, ben ce sont toutes les énergies déployées dans cette mission qui sont neutralisées. Et aujourd'hui, l'état d'urgence peut être un moyen de contourner certaines complications procédurales que l'on connaît classiquement. Comme quoi, par exemple? Parce que, en l'occurrence, la crise diplomatique, les blocages des casages par les tribunaux, ça ne relève pas du champ d'action. L'exemple que j'ai donné, les perquisitions administratives, vous savez qu'en temps normal, les perquisitions sont faites dans un cadre judiciaire et nécessitent l'approbation des magistrats. Enfin, ça dépend dans quel cadre d'enquête. Des fois, il n'y a pas nécessité qu'ils se prononcent avant. Mais toujours est-il que c'est le parquet qui a la direction des enquêtes. Dans un cadre de perquisition administrative, le préfet peut... Si on était en état d'urgence sécuritaire? Voilà. Si on est en état d'urgence sécuritaire, le préfet, lorsque c'est justifié, peut commander ces opérations de perquisition administrative. Et c'est qu'une fois la personne incriminée, après découverte d'objets compromettants, que les opérations sont judiciarisées avec la direction du parquet. Comment se prépare aujourd'hui? Oui, Zoria. Juste pour l'opération Embouchou, lors de la première, on a senti un peu le policier un peu à l'écart. Est-ce que cette fois-ci, vous y êtes? Est-ce que vous êtes déjà en préparation? Comment ça se passe? Parce que c'est en avril, donc je suppose que... Alors, c'est toute la difficulté de cette opération, et je comprends la volonté du ministre de l'Intérieur, parce qu'on ne peut pas tout dévoiler, parce que ça risquerait de compromettre la mission. Oui, mais cette fois-ci, comment allez-vous être les policiers locaux aujourd'hui, est-ce que vous êtes complètement intégrés dans le dispositif ou pas? Tout à fait intégré, mais pas dans la préparation. C'est toute la difficulté, parce que on est dans un cadre où tout est piloté directement par Beauvau. Je ne sais pas par quelle volonté politique, mais je sais que en termes d'effectifs, je ne suis pas persuadé qu'on ait autant d'effectifs qu'en Embouchou. Je pense ils vont plus miser cette fois-ci sur les moyens techniques, parce que vous avez pu remarquer en Embouchou que c'était pas qu'une question d'effectifs, hein. Il y avait un problème juridique parfois qui se posait ou des problèmes techniques. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va percevoir bientôt des arrivées de renforts. Je ne saurais pas vous dire combien. Je ne suis même pas sûr que le préfet soit en mesure de vous dire combien, mais je sais que bientôt il y aura des renforts qui vont arriver au mois d'avril précisément. Ouambouchouin, c'était 1800 policiers et gendarmes mobilisés. D'après un entretien au journal de dimanche, la ministre des Outre-mer, Marie Guévenoux, elle évoquait le chiffre de 1600 policiers et gendarmes déjà mobilisés sur le terrain. Parce que dans les 1800 qui ont été annoncés dans Ouambouchouin, c'était pas 1800 qui arrivaient. Vous savez, on peut dire ce qu'on veut aux gens. On fait de ce qu'on 1800 en effectif, en tout cas mobilisés sur opération. Alors si on prend les gendarmes qui sont sur place, les policiers et gendarmes, bien sûr qu'on va atteindre ce chiffre, et les renforts qui vont arriver ne seront pas autant que la dernière fois. Mais 1800, les gens ont toujours compris, la population a toujours compris que dans Embouchouin, c'était 1800 policiers et gendarmes qui étaient arrivés en renfort, c'était pas ça. Mais où sont-ils?
Parce que ce matin, on ne les a pas vus, en tout cas, du côté de Tsararano. Mais parce que les policiers sont là, mais vous savez, il faut couvrir une période nictémériale. Et donc, les policiers qui sont sur le terrain, il faut savoir qu'il y en a qui sont en repos, qui vont prendre le relais, d'autres sont en congé. Les 800 policiers qui sont à Mayotte, on va réduire des 100 parce qu'on va enlever ceux qui ne font pas des tâches policières. Les 700 policiers à Mayotte, ce ne sont pas 700 policiers qui sont sur le terrain à l'instant T. Vous avez sans doute regardé l'actualité. On a vu ce qui s'est passé en France hexagonale, l'attaque du lycée de Cachan qui a ému un peu toute la France. C'est ce que nous, on vit tous les jours ici à Mayotte. Vous, votre réaction? Oui, j'ai vu ce qui s'est passé, cette attaque brutale des policiers aux abords d'une lycée. J'ai surtout entendu cette indignation collective qui comprend de hautes autorités de l'État et de la région Île-de-France, mais aussi d'éminentes personnalités de partis politiques. Et ça ne peut pas nous échapper qu'il y a un contraste saisissant avec la rareté de ce genre d'indignation lorsqu'il s'agit de Mayotte. Et malheureusement, ce contraste peut contribuer à la banalisation de ce genre d'actes sur ce territoire de Mayotte. C'est donc déplorable et il faudrait que les autorités de l'État prennent la question de Mayotte au sérieux parce que ce qui s'est passé aux abords d'une lycée se passe quasi quotidiennement ici à Mayotte et parfois même dans l'enceinte de l'établissement. Merci beaucoup, Jamaldine Jabiri, pour cet entretien. Vous restez évidemment avec nous pour la